L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès constitue sans conteste l'énigme criminelle la plus fascinante, la plus sombre et la plus obsédante de l'histoire judiciaire française contemporaine. Tout commence officiellement au début du mois d'avril 2011, au 55 boulevard Schumann à Nantes, une adresse qui va devenir le symbole d'une tragédie sans précédent. Pendant plusieurs jours, les voisins s'inquiètent du silence inhabituel qui entoure la maison de cette famille de la bourgeoisie catholique locale. Les volets restent obstinément clos, les voitures ne bougent plus et les chiens ne se font plus entendre. Alertée par les proches, la police nationale effectue plusieurs visites de routine à partir du 13 avril, sans rien trouver d'anormal derrière les portes verrouillées. Ce n'est que le 21 avril 2011, lors d'une fouille beaucoup plus approfondie et minutieuse, que les enquêteurs de la police judiciaire font une découverte d'une horreur absolue sous le terrasse en béton de l'arrière-maison. Dissimulés sous des bâches en plastique, de la chaux vive et de la terre, reposent les corps de la mère de famille, Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, âgés de 13 à 20 ans. Les 2 labradors de la famille sont également retrouvés enterrés à leur côté. Le médecin légiste confirmera rapidement que toutes les victimes ont été abattues dans leur sommeil de plusieurs balles de calibre 22 longs rifles dans la tête. Un seul membre de la famille manque à l'appel, le père, Xavier Dupont de Ligonnès. Il devient instantanément le principal suspect et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Ce drame hors norme marque le début d'une traque planétaire d'une complexité absolue pour les services de renseignement, tentant de comprendre comment un aristocrate en apparence modèle a pu planifier l'exécution méthodique de toute sa famille avant de s'évanouir complètement dans la nature. La phase initiale de l'enquête policière se concentre sur la chronologie précise des jours précédant le quintuple meurtre, mettant en lumière une préparation d'une froideur et d'une rigueur quasi chirurgicale. Contrairement à l'hypothèse d'un coup de folie soudain, les investigations révèlent une préméditation méticuleuse étalée sur plusieurs mois. Xavier Dupont de Ligonnès, issu d'une vieille famille noble mais ruinée par des investissements financiers catastrophiques et accablé de dettes massives, avait soigneusement planifié sa sortie de jeu. En décembre 2010, il commence à fréquenter un club de tir à Nantes pour apprendre à manier la carabine de calibre 22 long rifle dont il vient d'hériter de son père. En mars 2011, il achète 4 sacs de chaux vives de 10 kg chacun, une bêche, une pioche, ainsi que des munitions de tir dans plusieurs magasins de la région nantaise. Les enquêteurs découvrent également que les comptes bancaires de la famille ont été vidés, que le bail de la maison a été officiellement résilié et que les écoles des enfants ont reçu des lettres d'explication affirmant que la famille partait s'installer en Australie en raison d'un transfert professionnel secret du père. Le cynisme de l'organisation atteint son paroxysme lorsque Xavier Dupont de Ligonnès envoie des courriers à ses proches pour leur demander de ne pas s'inquiéter de leur absence prolongée, affirmant qu'il travaille désormais comme agent secret pour le gouvernement américain et que la famille doit intégrer un programme de protection des témoins hautement confidentiel. Cette manipulation psychologique d'une efficacité redoutable a permis aux suspects de gagner un temps précieux sur les enquêteurs, retardant la découverte des corps de près de 2 semaines et lui offrant une marge de manœuvre considérable pour organiser sa fuite définitive. La reconstitution des derniers déplacements de Xavier Dupont de Ligonnès après les meurtres révèle un parcours méthodique à travers la France, digne d'un plan d'évasion professionnel. Les experts en téléphonie et les enquêteurs de la police judiciaire retracent son itinéraire grâce aux transactions par carte bancaire et aux images de vidéosurveillance des banques et des péages autoroutiers. Le suspect quitte Nantes le 10 avril 2011 au volant de sa voiture. Il se dirige vers le sud de la France, effectuant plusieurs étapes dans des hôtels bon marché. Le 12 avril, il passe la nuit dans un hôtel de luxe au Pontet, dans le Vaucluse. Un contraste frappant avec sa situation financière réelle, qui démontre une volonté de s'offrir une dernière halte confortable. Le 14 avril 2012, sa trajectoire s'arrête à Roquebrune-sur-Argent, une commune située dans le département du Var. Il y passe la nuit dans un hôtel de la chaîne Formule 1, payant sa chambre en espèces. Le lendemain matin, le 15 avril, les caméras de sécurité de l'établissement enregistrent ces dernières images connues. Xavier Dupont de Ligonnès quitte l'hôtel à pied, un sac à dos sur l'épaule, abandonnant son véhicule sur le parking. Il s'enfonce ensuite dans les massifs boisés et rocheux de la région, un secteur escarpé et truffé de grottes naturelles.
Malgré les recherches massives lancées par la gendarmerie nationale, l'utilisation de chiens de piste, d'hélicoptères thermiques et l'exploration systématique de dizaines de cavités souterraines par des spéléologues professionnels, aucune trace du suspect ne sera jamais retrouvée dans le Var, ouvrant la voie à deux hypothèses majeures. Un suicide préparé dans un lieu inaccessible ou une fuite internationale parfaitement orchestrée vers l'étranger. La traque de Xavier Dupont de Ligonnès s'étend rapidement au monde entier, nourrie par une fascination médiatique sans précédent pour ce fugitif hors norme. Au fil des années, les forces de police reçoivent des milliers de signalements en provenance de dizaines de pays différents, de l'Italie à la Thaïlande, en passant par l'Amérique du Sud et les États-Unis. Chaque piste est minutieusement vérifiée par l'Office central pour la répression des violences aux personnes et par Interpol, sans jamais aboutir à une identification formelle. En 2019, l'affaire connaît un rebondissement spectaculaire qui va plonger la France entière dans un état de stupeur temporaire. Un homme est arrêté à l'aéroport de Glasgow, en Écosse, suspecté d'être Xavier Dupont de Ligonnès, voyageant sous une fausse identité. Les médias nationaux diffusent l'information en boucle, affirmant que la traque est enfin terminée. Cependant, après des analyses d'empreintes génétiques et d'ADN réalisées en urgence par les laboratoires forensiques britanniques, la réalité s'avère bien différente. Il s'agit d'un retraité français totalement étranger à l'affaire, victime d'une terrible méprise administrative. Cet épisode retentissant démontre la tension extrême qui entoure ce dossier judiciaire et la pression constante qui pèse sur les épaules des enquêteurs, chaque nouveau signalement étant traité avec la plus grande rigueur pour éviter de manquer l'occasion de capturer le meurtrier présumé du boulevard Schumann. Les débats entre les criminologues et les experts en psychiatrie judiciaire se concentrent sur la structure psychologique de Xavier Dupont de Ligonnès, tentant de décoder les mécanismes mentaux qui ont conduit à cette tragédie. Les analyses de sa personnalité révèlent un homme profondément marqué par l'orgueil, le culte des apparences et une incapacité pathologique à assumer la déchéance sociale. Issu d'une lignée aristocratique dont il tirait une immense fierté, le suspect ne pouvait supporter l'idée de révéler à sa famille et à son milieu social l'effondrement total de sa fortune et les mensonges accumulés depuis des années pour masquer ses faillites professionnelles successives. Pour les psychiatres, le quintuple meurtre ne relève pas d'un acte altruiste de protection contre la misère, mais plutôt d'un crime narcissique absolu. Détruire son entourage pour empêcher qu'il ne soit témoin de sa propre ruine, avant de se réinventer une nouvelle existence sous un autre ciel. Cette hypothèse de la fuite réussie est soutenue par la découverte de plusieurs carnets de notes, où le suspect théorisait la possibilité de disparaître définitivement en changeant d'identité et de continent, des écrits qui démontrent que l'évasion était une option mûrement réfléchie bien avant le passage à l'acte meurtrier. L'enquête technique de la police judiciaire se focalise également sur l'entourage amical et familial de Xavier Dupont de Ligonnès, cherchant à savoir s'il a bénéficié de complicité logistique ou financière pour organiser sa cavale. Les comptes bancaires de ses anciens contacts sont passés au crible et plusieurs proches sont interrogés sous le régime de la garde à vue dans les mois qui suivent le drame. Les policiers s'intéressent particulièrement à un groupe d'amis d'enfance avec qui le suspect avait partagé des projets d'investissement aux États-Unis quelques années auparavant. L'analyse des communications téléphoniques montre que Xavier Dupont de Ligonnès avait cherché à renouer le contact avec plusieurs d'entre eux dans les semaines précédant les faits, évoquant des besoins urgents de liquidité. Cependant, l'instruction judiciaire ne parviendra jamais à réunir de preuves matérielles démontrant l'existence d'un réseau de soutien actif, la plupart des proches se disant totalement dévastés et stupéfaits par la révélation des crimes. Cette absence d'intermédiaire visible renforce l'idée d'un plan d'évasion solitaire et cloisonné, où le suspect a coupé tous les ponts avec son passé pour ne pas laisser de traces exploitables par les services de renseignement français et internationaux. Les défaillances initiales du dispositif de recherche au moment de la découverte des corps en avril 2011 restent un sujet de vive controverse au sein de l'appareil judiciaire. Les avocats des familles des victimes soulignent que le retard de 2 semaines accumulé par la police en raison des lettres mensongères du suspect a été fatal pour l'efficacité de la traque. Lorsque le mandat de recherche est officiellement diffusé, Xavier Dupont de Ligonnès a déjà quitté son dernier hôtel de Roquebrune-sur-Argent depuis près de 6 jours, lui laissant le temps de franchir les frontières nationales ou de se dissimuler de manière définitive.
Les protocoles de gestion des disparitions inquiétantes ont été profondément modifiés en France à la suite de cette affaire, imposant désormais des vérifications techniques et téléphoniques systématiques dès le dépôt de plainte pour absence suspecte, sans attendre l'expiration d'un délai administratif arbitraire, afin de garantir une réactivité maximale des forces de l'ordre face aux stratégies de fuite des criminels. Le mystère de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès continue de susciter des développements réguliers, l'enquête restant ouverte au parquet de Nantes, sous la qualification de meurtre aggravé avec préméditation. En 2026, près de 15 ans après les faits, la traque a été relancée à l'international, notamment au Texas, aux États-Unis, après la transmission de signalements précis concernant un individu présentant de fortes similitudes physiques avec le suspect français, accompagné d'un chien labrador. Les autorités locales américaines travaillent en étroite collaboration avec l'Office central français pour vérifier la validité de cette piste, démontrant que le dossier n'est jamais refermé et que la justice poursuit sa quête de vérité avec la même détermination. Cet effort constant montre que le passage du temps ne diminue en rien la gravité des infractions reprochées et que la recherche du suspect demeure une priorité absolue pour le ministère de la Justice, soucieux de rendre des comptes aux proches des victimes et de clore enfin ce dossier douloureux. L'impact culturel de l'affaire Dupont de Ligonnès est immense, ayant inspiré de nombreux ouvrages d'investigation, des documentaires de référence, des séries de fiction et des débats académiques sur la psychologie des tueurs de masse intrafamiliaux. Le cas est devenu un sujet d'étude pour les écoles de police, illustrant la difficulté de traquer un fugitif disposant d'un niveau d'instruction élevé, de connaissances techniques en informatique et de la capacité de se fondre dans n'importe quel environnement social. La maison du boulevard Schumann à Nantes, bien que revendue depuis à de nouveaux propriétaires, reste un lieu de passage silencieux pour les curieux et les passionnés de faits divers, témoignant de l'empreinte indélébile laissée par cette tragédie dans la mémoire collective de la ville et du pays tout entier. Cette fascination persistante montre comment le mystère d'une disparition peut transformer un fait divers criminel en un véritable mythe contemporain, où la figure du fugitif insaisissable continue de défier l'imaginaire collectif. Le procès par contumace de Xavier Dupont de Ligonnès, bien que théoriquement envisageable devant la cour d'assises, n'a jamais été organisé par les magistrats instructeurs, ces derniers préférant maintenir l'instruction ouverte dans l'espoir d'une capture physique du suspect pour garantir un procès équitable et contradictoire. Le travail rigoureux et factuel d'analyse de ce dossier historique demeure essentiel pour préserver la mémoire des 5 victimes innocentes et comprendre les rouages d'une machination criminelle hors norme. Si cette étude sobre, documentée et respectueuse de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès vous a apporté un éclairage précis sur les faits et l'état actuel des recherches, nous vous invitons à vous abonner à Archives criminelles, à activer les notifications et à laisser vos réflexions objectives dans l'espace commentaire ci-dessous. Le respect de la vérité historique et le sérieux de l'analyse constituent les bases de notre engagement journalistique auprès de notre communauté. Merci de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle investigation rigoureuse de l'actualité judiciaire internationale.